Parce qu'il n'y a pas de honte à être éveillé dans un monde qui dort au gaz. Nous sommes fiers d'être woke. Woke tant qu'il faudra avec Alexandre Dumas. Bonjour tout le monde, bienvenue à Woke tant qu'il faudra, votre revue Woke de l'actualité, édition du 7 mars 2026. On est la veille de la journée internationale des droits des femmes, donc pour l'occasion, je me fais plaisir, je reçois une militante féministe que j'adore suivre sur les réseaux sociaux. Merci à Kathleen Bélanger d'ailleurs pour la belle découverte. Donc, elle est doctorante en philosophie à l'Université Laval. Elle se définit comme une féministe, cat-mom et humble poétesse végane. Elle s'est fait connaître sous le pseudonyme Poétrie Panacée. Anne-Marie Gagné, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté de venir à l'émission. Merci de l'invitation. Tu fais des capsules presque quotidiennes sur les réseaux sociaux. Tu analyses l'actualité toujours sous un angle féministe intersectionnel. Tu décortiques les discours misogynes, masculinistes. Et comment est-ce que ça a commencé, Poétrie Panacée? D'ailleurs, pourquoi Poétrie Panacée? En fait, au départ, c'était ma chaîne de poésie. J'écrivais de la poésie. C'est quand même très dark comme poésie. Moi, dans la vie, les gens qui me connaissent, je suis super bubbly, je suis toujours positive. Puis là, c'était vraiment des trucs très... plus reliés à des traumas, des trucs comme ça, que j'avais besoin de déposer sur papier. Puis comme moi, j'en consommais beaucoup sur les réseaux sociaux, je me suis dit, pourquoi pas les mettre aussi en ligne, des fois que ça peut parler à d'autres mondes. Ça a parlé à peu près 40 abonnés, je dirais. Donc, c'était vraiment pas une chaîne qui était populaire. Puis le jour où je me suis mise à réfléchir plus à des enjeux féministes qui pourraient justement faire du sens sur le web, c'était surtout... Pour ceux qui connaissent l'histoire de Gisèle Picot, cette femme en France dont le mari l'a fait violer par au moins une cinquantaine de personnes. Ouais. Moi, ça m'a transpercé cette histoire-là. C'est venu me chercher d'une manière que peu d'histoires sont venues me chercher dans ma vie. Puis je me suis dit, il faut que j'allume mon micro, il faut que j'en parle, Puis tant qu'à avoir déjà un compte, je l'ai juste mis sur ce compte-là. Puis c'est pour ça que le nom, finalement, est resté. Puis au début, j'étais comment ça a-tu pas rapport, Poétrie Panacée? Mais au final, non, tu sais, pour moi... Poétrie Panacée, c'est cette espèce d'idée-là que la panacée, c'est un remède universel. Et donc, les mots comme remède universel pour parler des différents enjeux dans la vie et tout, je trouvais que ça faisait quand même du sens. Tu es doctorante en philosophie à l'Université Laval. Quand on parle doctorat en philosophie, je pense que le commun des mortels, on imagine le cliché qu'est-ce que Platon et Kant penseraient de tel phénomène selon l'éthique kantienne. Mais ton sujet, il est vraiment très, très loin de ça. Oui, quand même. Tu sais, je suis vraiment plus ancrée dans le concret, dans le réel. Après, je pense que c'est super important aussi ce que d'autres philosophes ou en tout cas étudiants en philosophie font, tu sais, où est-ce que c'est vraiment plus des questions théoriques. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à la question, évidemment, du féminisme, mais plus précisément du travail du sexe. Comment est-ce que ces femmes-là ont un savoir qui est vraiment particulier et qui peut nous en apprendre sur nos relations hommes-femmes et comment est-ce que déstigmatiser le travail du sexe viendrait aider au final toutes les femmes. Ça va être très intéressant, j'en suis sûr. Merci d'être avec nous. Je suis sûr que ça va être une discussion très intéressante. Et justement, on va commencer. C'est parti. C'est arrivé cette semaine. Alors Anne-Marie, quelle actualité a fait la semaine selon toi? Évidemment, j'ai essayé de trouver mes sujets en lien avec mon expertise, le féminisme. Et pour moi, je suis un petit peu à cheval entre la semaine passée et cette semaine. Je me suis permis, mais le passage de Francis Dupédéry et de Sonny Carpentier, à Tout le monde en parle, dimanche dernier, qui ont parlé justement de la hausse de l'intolérance chez les jeunes. Comme quoi est-ce que il y a vraiment une espèce de renouveau de l'antiféminisme qui émerge, comment est-ce que ça vient affecter les jeunes, surtout les jeunes garçons. Évidemment, c'est une faible minorité de ce qu'on en comprend, mais c'est une minorité qui fait du bruit, c'est une minorité qui est dérangeante, c'est une minorité, je pense que c'est important d'aller questionner pour aller chercher qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, tu sais, se radicalisent à ce point-là, parce qu'en ce moment, les constats qu'on fait, c'est des jeunes, mais aussi des enseignants dans les classes qui se sentent pas en sécurité, qui vivent de la détresse en lien avec de l'intimidation, avec des mots qui sont extrêmement choquants, avec même de la violence physique. Et
pour moi, ça, c'est directement relié aussi avec tout ce qu'on voit dans le monde quand on pense qu'ils ont des espèces de héros comme Donald Trump, tu sais, des gens super misogynes, super racistes, super violents. On doit se questionner sur où est-ce qu'on s'en va avec des modèles comme ça pour les jeunes. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la réaction à la publication de l'étude? Vraiment, il y a des gens qui l'attendaient avec une brique puis un fanal, là, qui n'étaient pas contents des résultats, qui disent que c'était biaisé parce que Francis Dupuy-Déry, c'est un woke, puis la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont déjà des biais. Comment est-ce que tu as reçu... Ça a été quoi ta réaction? Ouais, ben... Jamais surprise, évidemment. Là. Quand la gauche, on fait quelque chose, on nous remet tout le temps en question, on dit que c'est pas correct, mais ils sont pas capables de cibler, tu sais, où dans la méthodologie, est-ce qu'il y a des failles, ou est-ce que dans l'argumentation, ça fait pas de sens pour eux, ils vont juste dire comme « Ah, c'est woke, fait que c'est pas correct ouais. », tu sais. Un grand classique, mais tu sais, pourtant, il a bien expliqué, en plus, dans son entrevue, tout le monde en parle, que, tu sais, il a vraiment été dans plusieurs régions différentes, puis pas juste, dans des régions, tu sais, urbanisées, par exemple, à Montréal, vu que lui, ses études sont rattachées à l'Université de Montréal, puis non, il a été vraiment, tu sais, un peu partout pour aller chercher c'est quoi l'expérience des jeunes, puis essayer de voir justement, comme il dit, tu sais, de mettre la loupe un peu partout, puis de constater finalement que c'est une constante chez les jeunes un peu partout au Québec en ce moment. T'es étudiante à l'université, est-ce que tu le vois, cette intolérance-là au niveau universitaire? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a du masculinisme à l'université, par exemple? C'est tellement difficile à répondre parce que dans mes cours, on est comme 10. Oui, bien sûr. Donc, puis les événements que j'ai, c'est surtout avec des personnes au doctorat ou tu sais, qui sont tout le temps là en train d'essayer de montrer leur meilleur visage tout le temps, puis on joue tout le temps cette espèce de masque-là de comment on se présente, tu sais, de la manière la plus lichée possible. J'ai l'impression que ça doit exister. Moi, c'est pas ma réalité, je peux pas dire que ça existe de mon côté, mais je suis convaincue qu'il y en a parce qu'entre autres, il y a la... Je veux pas me spoiler. Je vais en parler à la fin tantôt de ce qui s'en vient, mais on constate qu'il y en a définitivement. OK. Alors de mon côté, la nouvelle de la semaine pour beaucoup de gens, je pense, c'était évidemment la guerre en Iran. Donc, je rappelle, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué, ainsi que le secrétaire du Conseil suprême, l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, j'essaie de pas mal prononcer son nom, la petite fille de l'ayatollah ont été assassinées dans les frappes. J'imagine qu'elle faisait partie de la mauvaise famille. Cette semaine, dans le Journal de Montréal, entre autres, il y a Richard Martineau, Mario Dumont, Elsie Lefebvre, qui ont applaudi la mort de Khamenei, puis qui considèrent que c'est le début de la libération du peuple iranien. Martineau, entre autres, attaque évidemment la gauche, là, qui ose douter que Trump soit un grand libérateur, puis que bombarder des écoles primaires, ça fait partie de la libération. À Cube Radio, Benoît Dutrisac a dit que les gens qui osent critiquer Trump, on devrait les envoyer à Téhéran. Bref. Comment est-ce que tu as réagi, toi, quand tu as entendu parler de ce qui se passait là-bas? Ma première pensée, c'était surtout, évidemment, pour tous les citoyens et citoyennes qui ont rien à voir à cette guerre. Dans cette guerre-là, c'est des innocents qui sont juste comme des espèces de victimes. Les premières victimes, finalement, de toute cette guerre-là. Puis, tu sais, quand j'entendais qu'ils ont aucune... tu sais, en ce moment, ils se font bombarder, tu sais, sans cesse. Il n'y a pas d'alarme pour les avertir. Ils reçoivent pas de messages sur leur téléphone. Entre autres, ils ont l'Internet qui a été coupé depuis un certain temps. Je veux dire, fait qu'eux, juste les bombes arrivent, puis ils n'ont rien à faire, je pense, aux personnes qui ont des jeunes enfants, des enfants. Ça doit être terrible, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis moi, c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est à toutes ces personnes-là qui n'ont rien demandé pour se retrouver là. Oui, effectivement, les civils sont toujours les premières victimes, surtout que visiblement, on ne fait aucun effort pour viser seulement les infrastructures militaires. Évidemment. Moi, je l'avoue, j'ai pas applaudi, puis j'ai pas poussé de soupir de soulagement quand j'ai appris la mort de l'ayatollah samedi dernier. Pour deux raisons. La première, c'est que je considère que c'était au peuple iranien de le renverser, de lui faire un procès et éventuellement de l'exécuter si on considérait que c'est ce qu'il méritait. Pas à deux criminels de guerre comme Donald Trump et Benjamin Netanyahu, qui devraient eux-mêmes passer en procès et être jugés pour crimes contre l'humanité, puis qui appuient
qui n'ont pas de problème avec les dictateurs, finalement, du moment qu'ils leur sont sympathiques. La deuxième raison, c'est que le régime islamique, c'est pas le régime d'un seul homme. Hein. D'après moi, à 86 ans, Khamenei se doutait qu'il serait pas là éternellement, puis la succession devait être bien prête. Et rappelons aussi que quand c'est un régime étranger qui renverse une dictature, il y a toujours beaucoup de prétendants au trône qui essaient juste d'être sympathiques à l'envahisseur pour prendre la place. Jean-François Lisée a fait remarquer, avec raison, que toute possibilité d'un changement de régime repose sur l'armée iranienne. Est-ce que l'armée va soutenir le régime jusqu'à la fin ou est-ce que l'armée va prendre position en faveur des gens, de la population contre les islamistes, même pour avoir... Ce serait moins pire d'avoir une dictature d'une junte militaire laïque que d'avoir une dictature islamiste comme on l'a maintenant. Ça, j'aurais beaucoup aimé qu'il l'aborde là-dessus, parce que pour moi, ça va pas de soi du tout. Je sais pas à quel moment la laïcité, c'est devenu l'espèce de mesure étalon du respect des droits humains. Dans le sens où, du moment où une dictature est laïque, c'est pas si mal. J'ai l'impression que pour des nationalistes comme M. Lisée, comme pour Richard Martineau, beaucoup d'autres, c'est un peu comme, dans le fond, l'islamisme, c'est un peu comme le communisme il y a 100 ans. C'est-à-dire que les fascistes italiens, les nazis allemands, c'est pas si mal. Parce qu'au moins, ils sont pas communistes. Puis là, j'ai l'impression qu'ici, c'est la même chose. Une dictature militaire, c'est pas si mal, du moment qu'ils sont pas islamistes. Tu suis évidemment, toi aussi, tout le débat qui entoure les signes religieux. Évidemment. J'ai envie de te demander, c'est quoi ta position par rapport à tout le débat sur la laïcité? Oula, gros sujet. Premièrement, je suis évidemment pour un État laïque. Je pense que pour avoir une démocratie forte, pour avoir quelque chose qui se tient, je pense qu'on a besoin d'un État laïque. Par contre, je pense qu'il faut être capable de mettre des balises pour encadrer la laïcité. Puis là, en ce moment, on vient de dépasser ces balises-là. J'ai pas l'impression qu'en ce moment, de faire comme si les femmes voilées, c'était donc bien une menace à notre démocratie, qu'on s'en va vraiment au bon endroit, dans le sens où... Puis surtout, en fait, de constamment prôner la laïcité sous un espèce de regard idéologique... comme quoi qu'ils sont donc bien féministes, pensent donc bien aux droits des femmes, pensent donc bien aux droits des minorités, puis c'est pour ça qu'ils veulent protéger la société québécoise, des religions, alors qu'en ce moment, les personnes qui en payent le plus le prix, c'est des femmes. C'est des femmes qui perdent leur job. Il y a déjà 12 femmes qui ont perdu leur travail dans le milieu de l'éducation. On s'attend à ce qu'il y en ait encore 500 autres. Et ce, pour... une raison qui pour moi fait aucun sens, dans le sens où si vraiment ces femmes-là utilisaient leur religion dans le cadre de leur travail pour faire du dogmatisme, du prosélytisme religieux, puis essayer de convertir les enfants, inquiétez-vous pas qu'on le saurait au Québec, là, les alarmes sonneraient, puis on serait les premiers à retirer ces personnes-là des milieux éducatifs, puis à les punir en conséquence, soit qui avoir des suspensions ou qui perdent leur job, peu importe. Donc, on a déjà des mesures prévues pour ça. Pourquoi que là, on demande à ces femmes-là d'enlever leur voile quand ils ont fait absolument rien de mal? C'est des femmes qui sont éduquées, c'est des femmes qui sont compétentes dans ce qu'elles font et qui aiment aussi ce qu'elles font. Donc, pour moi, c'est tellement brise-cœur d'utiliser une cause comme le féminisme pour, au final, faire payer des femmes. Des femmes dont on dépend d'ailleurs, parce que c'est pas comme si ça se bousculait aux portes pour travailler dans le système d'éducation. Absolument. Des gens pointent le fait qu'à Téhéran, il y a eu des manifestations pour saluer la mort de l'ayatollah, puis que dans la diaspora iranienne, un peu partout, il y a beaucoup de gens qui sont contents. Puis ça devrait suffire à prouver que c'est une bonne nouvelle, dans le fond, ce qui s'est passé. L'invasion américaine et israélienne. Et moi, j'ai envie de demander... Est-ce que vous savez combien de gens ont applaudi quand les nazis sont arrivés dans les pays de l'Union soviétique? Ou inversement, quand l'Union soviétique a attaqué les pays de l'Allemagne nazie? Il y en a eu des célébrations. Ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on faisait juste remplacer un empire par une autre. Ça ne veut pas dire que c'était pas une bonne nouvelle quand Hitler est mort. Ça veut juste dire que il n'y a pas un empire qui libère un pays par grandeur d'âme, puis pour vraiment libérer les pays. Donc, pour moi, que
que ce soit les États-Unis, Israël qui attaquent l'Iran, ben ça montre juste qu'il n'y aura pas de libération pour l'Iran d'ici plusieurs dizaines d'années. Puis j'aime toujours rappeler que ce qui a donné naissance à la République islamique, ben c'est la dictature pro-américaine qui avait été mise en place dans les années 50. La bonne nouvelle, c'est que la guerre a l'air bien partie pour nuire à Trump aux États-Unis. Même dans le mouvement MAGA, l'enthousiasme est très peu élevé. Il y a des vedettes du mouvement MAGA comme Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, qui critiquent la décision de déclarer la guerre à l'Iran, entre autres parce qu'ils ont l'impression que Trump s'est fait entraîner par Israël. Et ce qu'ils disent en fait, c'est que les Américains ne devraient pas mourir pour un autre pays. Je me prononcerai pas là-dessus, mais je suis juste content de voir des républicains qui commencent à dire là, peut-être que Trump n'a pas raison sur tout. Oh. On s'entend, les élections de mi-mandat, c'est dans 8 mois, donc il peut se passer encore beaucoup de temps, mais ça donne espoir un peu pour l'avenir. Quand même. Je veux juste dire que j'envie la naïveté des gens qui pensent que Donald Trump fait ça par grandeur d'âme. C'est beau quand même. Ouais, on aimerait ça vivre dans ce monde-là. Oh, wow, vraiment. Ces nouvelles dont on ne parle pas assez. Alors Anne-Marie, de quelles nouvelles est-ce qu'on n'a pas assez parlé cette semaine selon toi? Je me suis vraiment creusé la tête, mais j'ai trouvé que, surtout moi, bon, je viens de Québec, on est à Québec en ce moment, on enregistre à Québec, donc je voulais prendre le temps de saluer Jackie Smith qui a pris officiellement sa retraite du milieu politique, du moins pour le moment, c'est pas, elle a dit que peut-être qu'elle pensait à revenir éventuellement, mais pour le moment, c'est assez. Pour ceux qui connaissent pas Jackie Smith, c'est une femme, une politicienne de Québec, l'ancienne chef maintenant de Transition Québec, qui est le parti de gauche à Québec, le parti progressiste, ils ont tellement apporté une énergie, tu sais, intéressante, des bonnes idées, surtout pendant les dernières élections. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire élire de candidats, mais nonobstant, quand on voyait les autres chefs de parti, tu sais, voler littéralement des idées à Jackie, puis elle s'est fâchée à un moment donné, justement en conférence de presse pour le dénoncer, ben on voit que finalement, elle avait quand même sa place là, à Québec, puis c'est vraiment une femme, pour ceux qui l'ont déjà côtoyée, une femme intègre, une femme humaine. Tu sais, en politique, quand on voit des espèces de... je vais pas nommer de nom, mais tu sais, des politiciens très froids, tu sais, très, très, très loin, tu sais, du peuple, puis qu'on n'a pas l'impression qu'on a tant de choses en commun avec eux. C'était vraiment rafraîchissant d'avoir une Jackie Smith. Ouais, donc je voulais souligner son départ puis la grande femme qu'elle est par la bande. En même temps, est-ce que c'est pas un peu l'objectif de chaque personnalité politique qu'on leur vole leurs idées? Parce que dans le fond, si les idées gagnent, ben, au final, la victoire, elle est quand même là. C'est pas faux. Par contre, de toujours... Tu sais, ce qu'on remarquait, c'est que, tu sais, elle se faisait beaucoup de taper sur la tête comme quoi que, tu sais, ça avait pas rapport, c'était donc une gauchiste qui vivait dans les nuages, puis que c'était des idées qui se pouvaient pas, mais en contrepartie, de lui prendre ses idées. Donc, au final, de montrer à quel point que, ben, finalement, c'est des idées qui faisaient du sens. C'est plus ce double discours-là, je pense, qui est un petit peu frustrant pour les sympathisants, disons, de Transition Québec. Oui, je comprends. Le fait qu'on ne débatte pas vraiment de la validité de ses idées, mais de la crédibilité en tant que telle, la personnalité même, justement, le fait que c'est quelqu'un qui a la tête dans les nuages, puis qui vit pas dans le vrai monde, qui comprend pas comment ça fonctionne, l'administration municipale, ce qu'on connaît beaucoup à gauche, généralement. Oui. De mon côté, ben, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, mais c'est trop beau pour durer. 7e féminicide cette année au Québec. Danielle Lasselle, 68 ans, qui a été retrouvée morte à Saint-Jérôme. Patrick Clavel, son ex-conjoint, a été accusé de meurtre non prémédité. D'après le frère de la victime, Mme Lasselle était depuis plusieurs années dans une relation toxique avec un homme violent. En 2024, le conjoint a plaidé coupable pour des accusations de voies de fait, de menaces et de vol dans un contexte de violence conjugale. Donc, comme d'habitude, ben, c'est une situation qu'on aurait dû voir venir. Mme Lasselle avait un fils, mais récemment décédé. À chaque fois que j'en parle, je me demande qu'est-ce que je pourrais dire de plus, parce que je veux pas juste redire que ça n'a pas de sens, là, puis qu'il faut en faire plus. C'est un peu délicat, mais je veux souligner les paroles de Benoît Lasselle, le frère de la victime, à qui j'offre évidemment toutes mes sympathies. Monsieur Lasselle a dit quelque chose qui m'a dérangé.
Puis j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus parce que peut-être que je suis dans le champ complètement. Puis je veux vraiment pas lui lancer la pierre parce que c'est un monsieur endeuillé qui parle avec son cœur, puis les intentions sont bonnes, j'en suis sûr. Je vous lis un extrait de son entrevue avec Zoé Arcan du Journal de Montréal. Il faut trouver un moyen de mieux protéger nos femmes au Québec. Elles méritent plus de respect que ça. Elles prennent soin de nous. Ce sont nos mères, nos filles, nos sœurs. Elles ont contribué à construire notre société. C'est un vrai gâchis et ça rabaisse les citoyens du Québec. Alors, comme je disais, je comprends que M. Lasselle a des bonnes intentions. Mais je suis profondément mal à l'aise chaque fois que j'entends ou que je lis la formulation « nos femmes » parce que pour moi, ça fait partie du problème. Cette tendance qu'on a de parler des femmes comme si elles nous appartenaient, parce que c'est un peu ça la base du féminicide dans le fond. Là. C'est l'idée vraiment que la femme appartient à l'homme, puis que justement, si lui ne peut pas l'avoir, personne ne va l'avoir, puis le meurtre est motivé un peu par ça. Est-ce que je suis dans le champ? Je suis totalement d'accord. Okay. Totalement d'accord aussi avec l'interprétation qu'effectivement c'est une personne endeuillée à qui on offre nos sympathies, toutes ses proches. Mais effectivement, tu sais, cette espèce d'idée-là, quand on connaît les dynamiques de violence conjugale, que ça passe par de la coercition, ça passe par quelqu'un qui pense qu'une autre personne lui appartient, je pense que c'est au plus maladroit, au pire, c'est juste une espèce de... c'est l'héritage d'un système qui encourage aussi les gens à penser comme ça, à penser que les femmes ils sont donc bien gentilles, ils sont là pour un peu nous servir finalement, là, qu'on lit entre les lignes parce qu'elles sont douces, elles sont dociles, on doit les protéger comme des petites choses fragiles, mais les personnes qui disent qu'ils veulent nous protéger, c'est aussi nos premiers agresseurs, généralement, ce sont les hommes. Il y a cette idée-là, tu sais, que les hommes, c'est les protecteurs des femmes, mais en réalité, non, c'est les premiers prédateurs, tu sais. Puis c'est triste de dire comme ça, évidemment, c'est pas tous les hommes, mais quand on se rend compte... C'est très important de le préciser. Parce que là, il y a des gens qui vont pas être contents, mais quand on se rend compte que, ben là, c'est le 7e féminicide, c'est la 7e fois que c'est un partenaire ou un ex-partenaire, tu sais. Il faut commencer à avoir des constantes et c'est presque tout le temps ça. C'est des personnes qui sont proches des femmes. C'est pas des messieurs n'importe qui. C'est des personnes qui sont proches de nous. C'est des personnes qui sont censées être là pour nous aimer puis justement nous protéger. Donc, il y a une culture quand même à défaire effectivement là, de cette idée-là de considérer les femmes comme des choses qu'on doit protéger. Non, juste laissez-nous libres. C'est ça qu'on veut au final. Là. Oui, parce que évidemment, not all men, mais il reste que des femmes qui tuent leur conjoint ou leur ex-conjoint, ça arrive moins souvent quand même. Absolument. Absolument. C'est un réflexe quand même très masculin. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais ce sentiment justement de posséder l'autre personne, puis qu'elle lui appartient au point où on est prêt à tout pour l'empêcher de partir. Puis une autre partie qui est de la même citation qui me dérange, c'est... Pourquoi est-ce qu'il faut toujours préciser que c'est nos mères, nos sœurs, nos filles? Et est-ce que l'importance des femmes se mesure à leur lien par rapport à nous? Est-ce que, dans le fond, si Madame Lasselle ses parents étaient morts, puis qu'elle n'avait pas d'enfants, puis qu'elle n'avait pas de frères, dans le fond, ce serait pas si grave sa mort. Encore là, je cherche peut-être des doubles sens là où il n'y en a pas, mais... On devrait pas toujours avoir rappelé que ça pourrait être notre mère ou notre fille. Je suis tellement d'accord avec toi. Je peux pas être plus d'accord, en fait. Puis tu sais, je comprends cette idée-là de... On trouve que les femmes sont importantes par rapport aux femmes qui sont importantes pour nous, mais par contre, quand on fait ça, c'est qu'on vient oublier que les femmes ont une valeur en soi en tant qu'être humaine et pas seulement en tant que sœur, pas seulement en tant que mère. Mm-hmm. On devrait respecter les femmes parce qu'elles sont des personnes à respecter en soi. Puis tu sais, autant que... Je suis vraiment mitigée par rapport à ça parce que autant que ça me fâche des affaires de même quand on dit ça, parce que... En tout cas... Mais en même temps, je me dis, quand je vois des hommes qui ont un enfant pour la première fois ou qui ont une fille pour la première fois, puis de voir leur perception du monde complètement changer à partir du moment où ils ont une fille, je me dis... Hey, ben, si ça prenait ça pour qu'ils respectent les femmes, c'est triste. Évidemment, l'idéal, ce serait pas d'en arriver là, mais je me dis, après ça, une fois que tu as cette réalisation-là, pourquoi ces hommes-là sont pas capables de parler aux autres hommes, de dire comme, hey, ça a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis les femmes,
ils l'ont dur, tu sais, Ouais. par rapport justement à toutes les violences, par rapport à toutes les oppressions de manière générale. Non, je 100% d'accord avec toi. Ben, je pense que c'est pas un automatisme non plus, c'est-à-dire que un homme a une fille, il devient ultra protecteur envers sa fille, mais ça change pas forcément son regard sur Les autres femmes en général. Il peut être en même temps très protecteur, pardon, de sa conjointe, mais encore là, ne pas faire ne pas voir que... Faire les liens entre toutes les... Oui, effectivement. D'où la nécessité peut-être de toujours rappeler, ça pourrait être nos filles. Il y a plein d'exemples qui me viennent à l'esprit, comme, je me souviens avoir entendu Pierre Falardeau, par exemple, là, qui parlait des maudits Anglais qui ont violé nos femmes pendant la conquête. Je vois souvent sur les réseaux sociaux là, des gens qui parlent de l'islam et qui disent « Ah, les musulmans s'en viennent voiler nos femmes. » Et là, je trouve que ça sonne un peu comme si... Ce qui dérange, dans le fond, c'est pas ce que subissent les femmes en tant que telles, c'est que quelqu'un d'autre vient jouer avec nos jouets. Puis on n'est pas prêt à les partager. C'est tellement bien dit. Ouais, vraiment. Ouais. On se donne le droit de réplique. Anne-Marie, j'adore t'entendre répliquer aux influenceurs masculins que tu t'imposes à suivre, visiblement, sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours savoureux. Donc, j'avais très hâte de t'entendre dans ce segment en particulier. Donc, à qui est-ce que tu aimerais répliquer cette semaine? Cette semaine, je réponds à Bernie, notre Bernard Drinville national. Pas qu'il est un masculiniste, évidemment, mais qui a dit quelque chose cette semaine qui m'a fait « Oupalaï! » Donc, Bernard Drinville, on a su cette semaine qu'il voulait réduire l'attractivité du Québec pour les demandeurs d'asile. Dans ses propositions, on comprend qu'il veut, entre autres, diminuer l'aide sociale pour les demandeurs d'asile. On veut que leurs enfants n'aient plus accès aux garderies subventionnées. Et si le Canada s'objecte à ça, ben, il a l'intention d'utiliser la clause nonobstant pour parvenir à ses fins. Et quand il a été questionné sur pourquoi finalement on a besoin de ça en ce moment, qu'est-ce qui est si urgent, il nous a répondu tout simplement que il est temps de mettre une limite. Que là, il veut envoyer un message clair à la planète que assez, c'est assez. On a fait notre part. Oula! Par où commencer? Il faut quand même se rappeler que les demandeurs d'asile, c'est pas n'importe quel immigrant, c'est des immigrants qui sont dans des situations socio-économiques extrêmement précaires, qui fuient la guerre, les persécutions, qui sont menacés dans leur pays de torture, ou que ce soit encore des réfugiés climatiques, des réfugiés de la famine, bref, des personnes qui ont besoin d'aide, de pays comme nous, où est-ce qu'on a les ressources pour les accueillir, où est-ce que on a cette capacité-là justement d'aider les personnes qui sont affectées par toutes ces conséquences-là multifactorielles. Et évidemment, là, mon petit clin d'œil féministe, les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée par tous ces enjeux-là. Donc, raison de plus de réfléchir à comment est-ce que ça impacte les différentes communautés, mais aussi les différents, les genres, les enfants, bref. J'ai donc eu envie de faire un peu de philosophie avec vous. Inquiétez-vous pas, je veux pas vous assommer avec des gros termes complexes. On reste dans vraiment quelque chose de facile à comprendre. Thomas Pudge, un philosophe en fait qui s'est beaucoup questionné sur les injustices, sur notre responsabilité morale justement par rapport aux personnes les plus démunies et comment est-ce que on avait cette responsabilité-là incombait à réparer des torts qu'on avait faits. Par exemple, nous ici au Québec, au Canada, on est un pays développé où est-ce que capitalisme l'exige, on a besoin de pays plus défavorisés pour aller chercher des ressources, pour avoir du cheap labor, de la main-d'œuvre, pas chère, pour après ça, être capable
d'acheter des vêtements à 5$, chose qui a absolument aucun maudit bon sens, tu sais, ben c'est parce qu'à quelque part, il y a un enfant probablement qui l'a fabriqué dans des conditions d'esclavagisme moderne. Bref, on a besoin de ces pays-là en voie de développement pour être capable de vivre dans notre confort ici, bref, de faire l'expérience de ce luxe-là. Et donc, parce que nous, on a ces conditions-là, grâce à ces personnes-là, on a une responsabilité morale envers eux. C'est-à-dire que les choses qu'on a causées, par exemple, on s'entend qu'ici, notre empreinte environnementale est vraiment plus grande due au fait de notre consommation et tout, blablabla. Et les premiers à être impactés par les changements climatiques, ça va surtout être des pays qui sont en voie de développement et donc des pays que nous, on exploite. Et donc, on aurait un devoir moral envers ces personnes-là de les aider lorsqu'elles ont besoin d'aide. Ouais. Parce que, justement, ben, c'est grâce à eux, finalement, qu'on connaît cette vie très confortable. Et en fait, c'est ce que j'aimerais répondre à Bernard Drinville. C'est que comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut oser dire « Oh non, on n'a pas les capacités de continuer à accepter ces personnes-là » alors que clairement, je veux dire, on regarde partout, oui, en ce moment, l'inflation, blablabla, blablabla, on n'a pas de misère à se nourrir. Je veux dire, on a tout en place, tu sais, pour être en mesure de nourrir tout le monde. Après, ça existe au Québec aussi, on s'entend, il y a des crises alimentaires, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur job, il y a une hausse de l'immigration et tout, mais reste que on reste quand même assez choyé de manière générale. Et surtout, je me dis, comment est-ce que ces mesures-là qu'il veut mettre en place, ça va aider les réfugiés d'asile à se trouver une job, parce que lui, c'est ça qu'il dit, là, il faut qu'ils viennent ici, il faut qu'ils viennent travailler, là. Yeah, ils vont pas vivre sur notre bras, mais c'est comme, OK, mais eux, ils arrivent ici avec des traumatismes de guerre, souvent, ils parlent pas la même langue, il faut que, tu sais, on leur demande de changer leur vie au complet, donc, comment est-ce que le fait de pas les aider financièrement, de faire en sorte que de pas donner de garderie pour leurs enfants pour qu'ils aillent à l'école, comment ça va les aider à se trouver une job s'il faut que le petit reste à la maison, puis que, tu sais, pour moi, ça fait aucun sens, c'est pas des mesures qui vont aider la chose, ça va juste les faire empirer. Donc bref, Bernie, fausse bonne idée de la semaine. Il y a quelque chose de profondément hypocrite dans le fait d'aller dans plein de pays pour recruter des médecins, des infirmières, des éducatrices, des enseignants, puis quand les malades puis les enfants arrivent ici, on leur dit non, on n'a pas de place pour vous, on a fait déjà tout ce qu'on pouvait pour vous, alors qu'on est allé chercher les ressources dont vous avez besoin pour se les approprier. Puis non seulement on va les chercher, mais on va chercher des médecins à qui on reconnaît pas après ça les qualifications, puis ils se retrouvent à chauffer des taxis. C'est d'un non-sens, là, c'est capotant. Et on rappellera jamais assez, mais la pauvreté, c'est un choix politique. Le gouvernement de Bernard Drinville a beaucoup contribué à rendre les services inaccessibles pour une partie de la population, à contribuer à la pénurie d'enseignants, à la pénurie de personnel dans les hôpitaux. Donc, si notre capacité d'accueil est dépassée, ben c'est dommage, mais la CAQ et Bernard, ils sont pour beaucoup. Définitivement. De mon côté, ma réplique est pour Maître Guillaume Rousseau, ce conseiller de la CAQ en politique identitaire. Donc, c'est le co-auteur du rapport Pelchat-Rousseau, qui a documenté les effets de la loi 21 et qui recommande d'aller plus loin, entre autres en interdisant le port de signes religieux par les éducatrices en CPE. Je réponds à Maître Rousseau parce que c'est lui que j'ai entendu cette semaine, mais ça aurait pu être beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent le même discours. Ça concerne l'utilisation du mot militant, qui est de plus en plus utilisé de manière péjorative. On l'entend de plus en plus souvent, c'est pour attaquer la crédibilité puis la légitimité d'une personne. Léa Clermont-Dion, la chercheuse militante, Marie-Ève Coton, la psychiatre militante, Francis Dupuy-Déry, le professeur militant. C'est une façon de dire que leurs propos sont biaisés, donc qu'on ne devrait pas en tenir compte. C'est tendancieux. C'est généralement un qualificatif que la droite emploie pour disqualifier la gauche. Parce que c'est très rare qu'on entend parler de Mathieu Bock-Côté, le sociologue militant, ou de Guillaume Rousseau, justement, le professeur militant, comme si la droite se considérait neutre et objective, puis que c'est seulement à gauche qu'on a des biais. Tu dois te faire toi-même accuser de militantisme assez régulièrement. Ah, ça, c'est quand c'est soft. Oui, évidemment. Mais oui, évidemment. Donc, cette semaine, à l'émission Tout peut arriver à Radio-Canada,
une émission que j'aime beaucoup et que je cite souvent. Guillaume Rousseau a accusé la Cour des droits de la personne d'être une cour militante. Donc, on écoute. Vous parlez de militantisme au tribunal des droits de la personne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un mot à la mode, hein, Guillaume? Absolument. Oui, on accuse les gens de militantisme souvent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, c'est que, on sent que ça... Dans la façon qu'il analyse la jurisprudence, on voit que c'est pas toujours là, les deux côtés de la médaille, il y a quelque chose de très nuancé. Là, on sent que... Et c'est le but d'avoir créé un droit... La volonté, c'est de faire avancer les droits de la personne? Oui, ben c'est ça. Ben, ce qui peut être assimilé à du militantisme ou à une vision neutre du progrès juridique qui doit aller de l'avant si on est un peu égalien ou autre. Donc, c'est un débat. C'est un vrai débat, l'abolition du tribunal des droits de la personne. Donc voilà. Le militantisme, c'est quand on ne tient pas compte des deux côtés de la médaille. J'ai beaucoup écrit sur le rapport Pelcha-Rousseau. J'ai expliqué comment les deux auteurs ont complètement ignoré les avis des personnes qui pensent pas comme eux. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait interdire le port de signes religieux dans les CPE sans jamais donner la parole aux éducatrices en CPE. Puis c'est le même maître Rousseau qui vient accuser le tribunal des droits de la personne de ne pas tenir compte des deux côtés de la médaille, puis d'être militant. Je suis d'accord qu'il faut s'attendre à une certaine rigueur de la part des tribunaux. Ça va de soi. Mais on peut l'attendre aussi de la part des personnes qui conseillent nos gouvernements puis qui élaborent nos politiques publiques aussi. J'aime beaucoup le commentaire de Marie-Louise Arsenault qui fait remarquer que peut-être qu'on a l'impression que c'est un tribunal militant parce que le but c'était de faire avancer les droits de la personne, ce qui est un objectif louable en soi. Je me demande si Maître Rousseau considère que les tribunaux, comment on appelle ça, les tribunaux spécialisés en violence sexuelle et en violence conjugale, est-ce que c'est un tribunal militant? Parce que ça aussi, c'est biaisé. Le but, clairement, c'est d'aider les victimes. C'est pas de faire la part des choses, puis de donner une chance aux agresseurs. On utilise beaucoup trop le terme militantisme. C'est juste ça que je voulais dire. Oui, je comprends le constat, puis j'ai l'impression que peut-être c'est... Le mot a une charge quand même négative. Tu t'imagines militant, tu t'imagines quelqu'un qui est fâché, qui est prêt à aller se battre, à aller très, très dans la confrontation. Qui est dans la rue avec des pancartes. Exactement. Puis, il y a cette idée-là qui vient rebuter, je pense, monsieur et madame tout le monde, des enjeux, surtout, mettons, de la gauche, comme par exemple le féminisme. On s'imagine, quand on pense à féminisme, on pense à militantisme féministe. Là, c'est comme, oh non, mais moi, je suis féministe, mais je suis pas radicale, tu sais. Alors que être féministe, c'est juste vouloir l'égalité homme-femme, tu sais. C'est comme, c'est très soft au final. Ouais. Donc, je pense que oui, ça vient avec cette charge-là négative qui veut accuser finalement les personnes militantes de quelque chose qui est extra, qui va beaucoup plus loin en fait que la cause elle-même. On n'a pas besoin d'être militant pour adhérer à une idée, puis être militant, ça peut être quelque chose de très positif, ça peut être juste de parler, de vulgariser, d'avoir envie que ce soit, qu'on vive dans une société qui est plus juste. Donc ouais, non, c'est un bon extrait. J'ai aimé le choix. Je vais te poser la question, j'en profite puisque tu es là. Qu'est-ce que tu réponds quand on dit justement que le féminisme va trop loin? Ben, est-ce que l'égalité va trop loin? Tu sais, probablement que c'est ça la question. Quand une personne a toujours été privilégiée dans la société, évidemment qu'une société plus égalitaire dans laquelle il doit partager ses privilèges, c'est quelque chose de menaçant. Mais en soi, l'égalité, ça ne devrait pas du moins être quelque chose de menaçant. C'est très bien dit. Dans un tout autre sujet, je vous fais écouter un deuxième extrait de la même entrevue avec Maître Rousseau, qui nous explique pourquoi c'est important de garder des catégories genrées dans les salons de coiffure. Donc, c'est important de garder des coupes pour hommes et des coupes pour femmes. C'est comme si on tente, puis entre autres, Émilie Dessart-Terrien dans le Journal de Montréal cette semaine, tente de ramener ça pourquoi on n'abolit pas les coupes hommes, coupes femmes, puis on dit juste cheveux longs, cheveux courts. Ouais. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et moi, ce que je comprends, puis c'est pas clair dans le jugement, ce qu'on comprend, c'est que souvent, puis pas toujours, faut pas généraliser, puis il y a des exceptions, mais souvent, les clientes, les femmes vont être un petit peu plus exigeantes. Même que cheveux courts, cheveux longs vont être plus exigeantes, les hommes un peu moins. Puis il y a plein d'exceptions, évidemment. Personne nie qu'il y a plein d'exceptions dans la société, puis qu'il y a des hommes hyper exigeants chez les coiffeurs, des femmes moins exigeantes. Ben oui, voilà, les femmes sont plus exigeantes chez le coiffeur, c'est pour ça qu'on les fait payer plus cher. C'est pour ça aussi que les femmes ont des salaires moins élevés. C'est parce que généralement, là, il y a des exceptions, évidemment, là.
C'est pour ça que les femmes gagnent moins cher, parce qu'elles travaillent moins fort. Ben exactement, on est menstrué, donc une voilà. semaine par mois, on est inutile finalement à la société. Bon, j'extrapole un peu, là, je suis de mauvaise foi, mais c'est quand même intéressant de voir que les personnes qui sont les plus opposées à la reconnaissance des personnes trans et non-binaires sont aussi celles qui tiennent le plus aux catégories, qui sont plus attachées aux stéréotypes, aux clichés, parce que c'est ça une femme, là, c'est quelqu'un qui est exigeante quand elle va au salon de coiffure. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça tellement ridicule, cet argument-là, dans le sens où... effectivement, on fait quoi avec un homme avec des cheveux longs, une femme avec des cheveux courts, puis c'est plus exigeant. OK, ben rajoute des critères de bord pour tes coiffeurs. Voilà. Coiffure courte, simple, coiffure courte, complexe, même chose pour les coupes longues. Rajoute au pire des je sais pas moi, des sous-catégories à tes catégories pour après ça les rendre plus inclusives, mais aussi beaucoup moins inégalitaires, parce que ça fait partie de la taxe rose, cette espèce de concept-là que les femmes payent plus pour un même service, parce que, par exemple, là, un coiffeur pourrait légitimement faire payer une femme plus cher pour une même coiffure seulement parce qu'elle est une femme, puis de dire comme, justement, de s'appuyer sur une espèce de stéréotype super sexiste, comme tu viens de dire, « Oh non, mais c'est parce que c'est plus exigeant. » Non, c'est juste qu'on se permet toujours de faire payer plus cher aux femmes, surtout dans les domaines de l'esthétique, malheureusement. Oui. Et en passant, messieurs, c'est à vous que je parle, en tant que payeur d'assurance automobile, je pense qu'on devrait tout à fait être en faveur d'interdire les catégories genrées pour tous les commerces, toutes les formes de services. Bien dit. Le rayon de soleil de la semaine. Mettons un peu de soleil dans une période un peu difficile. Anne-Marie, quelle est ta bonne nouvelle cette semaine? Oui, ben un peu plus tôt, j'ai failli me spoiler. Et là, je veux vous annoncer, parce que c'est ça ma bonne nouvelle de la semaine, c'est que ça a commencé encore une fois à cheval la semaine passée, cette semaine, mais c'est le lancement de la campagne On s'écoute, avec notamment comme porte-parole notre Léa Clermont-Dion nationale, qui est une campagne qui vise à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, et que ça passe par l'écoute, d'où le nom de la campagne On s'écoute, et dans un climat dans lequel on vit, où est-ce que justement une montée de la misogynie, une montée du masculinisme, de l'antiféminisme, je pense que des campagnes comme ça, il faut les souligner, il faut leur donner de la visibilité, parce qu'au final, c'est avec ça qu'on va combattre la montée du radicalisme qu'on vit présentement. Donc la campagne, si je peux vous en parler un petit peu plus, c'est vraiment pour sensibiliser, informer, éduquer, mobiliser surtout la communauté universitaire collégiale aux violences à caractère sexuel, mais je dirais que pour être allé sur le site, là, ça peut vraiment s'appliquer plus largement que juste ça. On va entre autres déconstruire les discours masculinistes, apprendre à reconnaître les discours masculinistes puis qui banalisent et alimentent les violences sexuelles, parce que un peu comme ils l'ont dit, je fais un petit retour à l'émission de Tout le monde en parle avec Francis Dupédéry, qui disait que quand les jeunes commencent à s'intéresser finalement au discours masculiniste, ça commence pas par les femmes sont des objets, il faut les retourner à la maison. Ça commence pas comme ça. Ça commence par un discours quand même assez positif de « Hey les boys, vous voulez vous reprendre en main, vous devez aller au gym parce que la santé, ça passe par le physique, donc voici des trucs pour aller au gym. » Puis après ça, c'est « Ben, reprends le contrôle de tes finances personnelles, voici des trucs pour devenir entrepreneur. » Donc tu sais, tu arrives dans ce milieu-là, puis ça a l'air positif, puis là, c'est tranquillement pas vite quand on adhère justement à ces stéréotypes-là de genre de « Les hommes doivent être forts, les hommes doivent être des leaders, les hommes doivent être en possession, toujours en contrôle de la situation. » Ben là, on va un petit peu plus loin, puis on rentre tranquillement pas vite dans des discours antiféministes, dans des discours misogynes. Puis c'est comme ça, finalement, là, qu'ils réussissent à attirer les garçons, puis à leur dire comme « Ah, OK, tu veux des conseils de séduction? Je vais t'aider. » Mais que là, c'est des conseils de séduction, évidemment, très, très ancrés, encore une fois, dans des stéréotypes de genre dans lesquels ben, les femmes doivent être dociles, doivent être douces. On doit trouver une femme qui va fermer sa gueule, une femme qui a très peu de partenaires sexuels parce que ben elle va être sale, elle va être corrompue par les autres relations qu'elle a eues. Bref, on rentre dans cette espèce de discours-là. Donc finalement, c'est ça. Dans la campagne On s'écoute, on va déconstruire tout ça. Super intéressant aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans les revendications en lien avec les violences à caractère sexuel. C'est les milieux sportifs. On oublie souvent que on s'imagine toujours quand on pense à une agression sexuelle à
un monsieur dégueulasse dans une ruelle avec une jeune fille qui crie puis qui dit non très fort, mais dans les faits, les agresseurs, c'est plus que la majorité du temps des gens qu'on connaît, c'est des gens qui on a confiance, avec qui on se retrouve dans des lieux où est-ce que il y a une certaine proximité, et entre autres le milieu sportif, qui est un milieu où est-ce que on se retrouve souvent très proche avec où est-ce que des enfants, ou du moins des plus jeunes personnes, se retrouvent avec une extrême proximité avec des adultes, des entraîneurs, des coachs, qui vont justement porter des gestes à caractère sexuel, voire des agressions, et c'est un milieu qui est très, très, très... où on retrouve vraiment beaucoup d'agressions sexuelles, puis pourtant on en parle très peu. Puis c'est vraiment... ça reste encore très tabou. Puis c'est ça, ils ont fait entre autres je trouve ça super intéressant, des espèces de capsules pour comprendre les dynamiques de pouvoir dans le milieu sportif, les red flags aussi à identifier quand on a un entraîneur, des fois, qui a comme des comportements que, tu sais, c'est comme, ça, c'est peut-être pas normal, tu sais, qu'il agisse comme ça avec mon enfant, ou qu'il agisse comme ça avec moi, même si on est un sportif puis qu'on est à l'âge adulte, malheureusement, ça peut arriver aussi. Donc, bref, je souligne vraiment cette campagne-là qui, je crois, est un espèce de baume sur le cœur quand en assistant là, à toute cette montée-là du radicalisme et du masculinisme, ça en prend. C'est vraiment pas dans la bonne direction, effectivement. Je trouve ça fascinant quand tu racontais, dans le fond, comment est-ce que le masculinisme, ça commence à s'adresser aux gens. Comment on commence avec des valeurs. On peut difficilement pas être d'accord, finalement. C'est assez universel. Puis tranquillement, on amène sur la partie plus insidieuse du message. Moi, j'enseigne l'histoire des religions. Puis ça, c'est 100% la méthode que les sectes utilisent pour recruter. On commence avec le message de paix et d'amour qu'on peut juste pas être en désaccord. Puis c'est juste après qu'on arrive avec les éléments du message qui sont un peu plus contestables. Puis aussi, ce qui me frappait aussi en t'écoutant, c'est-vous comment le seul milieu dans lequel on accepte de parler sans tabou d'agression sexuelle aujourd'hui, c'est l'Église, dont on s'est complètement détaché. Donc c'est même plus un enjeu pour nous, là. On ne fait plus partie de l'Église catholique, donc on peut parler des agressions sexuelles sans problème. Mais par contre, tout ce qui se passe dans le milieu sportif, le milieu artistique, le milieu scolaire, là, il y a encore un énorme tabou qui fait qu'on a de la difficulté à en parler quand ça se produit, puis qu'il y a encore autant d'hésitation d'énoncer. Ben oui, évidemment, parce qu'on se rend compte qu'on ne croit pas les victimes, et surtout, on ne veut pas croire que l'agresseur est un agresseur. Et tout ça, ça fait partie de la culture du viol, de créer une espèce de narratif dans lequel on rend les dénonciations hyper difficiles pour la victime, parce qu'on n'a pas envie de savoir que c'est un problème qui est autant fréquent. Tu sais, dépendamment des statistiques, on sait qu'il y a une femme sur 3, voire une femme sur 4, qui va vivre une agression à caractère sexuel au cours de sa vie. C'est énorme, là! Ouais. Puis tu sais, quand t'es une femme, tu te rends compte à quel point que ouais, ça fait du sens. T'sais, on connaît tout quelqu'un autour de nous, qui a vécu quelque chose, si c'est pas nous-mêmes, à quel point que c'est... Puis on n'en parle pas, puis tu sais, en tout cas, je pense à moi, tu sais, j'ai des amis à qui c'est arrivé, puis qui sont comme, il n'y a aucune chance que j'aille à la police, tu sais. J'ai peur qu'on me croie pas, j'ai peur qu'on me traite de menteuse, j'ai peur d'être stigmatisée, j'ai peur que mon employeur le sache, j'ai peur que mon chum le sache, j'ai peur que, tu sais, après ça, fait que tu sais, on enferme les victimes dans une culture du silence constamment. Oui, je vais le dire, moi, je me considère comme un allié. Puis malgré ça, c'est quand même difficile pour moi de me placer dans ces souliers-là. De me représenter justement à quel point la menace, elle existe, à quel point c'est fréquent. C'est pas quelque chose qu'on peut concevoir facilement. Puis c'est dommage, c'est très difficile aussi, juste quand on essaie de sensibiliser. Moi, je me souviens en particulier d'un cas où est-ce que... c'est arrivé quelques fois, là, on parle d'un adolescent qui s'est fait agresser par son enseignante. Et je me souviens d'avoir discuté avec des groupes d'amis, hommes, comment c'était juste inconcevable pour lui que le garçon se soit fait agresser. Tout ce qu'il disait, c'est « Hey, moi j'aurais aimé ça, me faire agresser par cette belle madame-là, puis hey, moi je ferais un high five, puis non. » Et la seule façon que j'ai de leur faire comprendre que non, c'est peut-être pas si cool, c'est « Ouais, mais imagine que le petit gars il est gay.
Imagine que toi, tu t'es fait agresser, mais pas par cette belle madame-là, là, mais par ton propre d'éducation physique, là, qui t'attirait pas en tout. Hein. Puis c'est vraiment la seule façon qu'on peut concevoir. C'est triste, mais c'est le même constat que j'ai. Aussi de leur dire comme, OK, ben imagine que cette femme-là, c'est la femme la plus rebutante que tu t'es jamais imaginée. Ben là, soudainement, c'est comme, OK, ouais, là, ils sont capables de réaliser. Parce que, tu sais, dans la tête de ces hommes-là, la manière dont je comprends qu'ils réfléchissent, c'est de tout le temps voir les femmes comme des objets de désirabilité. Ouais. Et donc, comment refuser une proposition sexuelle d'une femme qui t'en propose, et surtout avec cette espèce de trophée-là que tu peux brandir d'avoir eu des relations sexuelles avec ta professeure. C'est tellement triste, puis ça devient doublement stigmatisant pour les hommes justement victimes d'agression, parce que ils vivent en plus cette espèce de stigma-là, tu sais, de tous les côtés, où est-ce qu'on les croit encore moins d'être des victimes, parce que les hommes, encore une fois, on rentre dans les stéréotypes sexuels, ça doit tout le temps avoir une libido dans le tapis, ça doit tout le temps être excité, ça doit tout le temps être en mesure de chasser, et donc la relation sexuelle, c'est comme l'espèce de but ultime. Donc comment est-ce que ça pourrait être quelque chose de négatif, tu sais? Et là, ben, on vient oppresser tous les hommes qui n'ont, premièrement, ben, pas une si grande libido, ceux, évidemment, qui vivent des agressions, mais aussi, tu sais, les hommes asexuels, tu sais, qui se sentent absolument pas légitimes de vivre une sexualité, finalement, qui est inexistante, parce qu'ils sentent qu'ils sont pas normaux, alors que c'est correct, t'es pas obligé d'en vivre si t'en as pas envie, tu sais, tu peux t'épanouir dans une relation ou pas de relation d'un paquet de manières, puis c'est correct aussi, tu sais, fait que je trouve ça vraiment triste pour les hommes, tu sais, qui sont constamment, tu sais, qui ont constamment ces espèces d'injonctions-là à la masculinité, qui les cadrent dans une seule sorte de masculinité qui devrait exister, alors qu'il y en a des multiples et qui sont très belles. Ouais, le besoin d'être normal, ça pèse énormément. Ouais. Moi, de mon côté, mon rayon de soleil cette semaine, c'est encore une éclipse. Parce que je peux pas dire que je sois extrêmement enthousiaste. C'est la remontée du Parti libéral du Québec. Mercredi, nouveau sondage léger sur les intentions de vote au provincial. Les libéraux chauffent le Parti québécois. 31% au PQ, 30% au PLQ, 15% conservateurs, 13% CAQ, 9% Québec solidaire. Bon, évidemment, je me réjouis pas, parce que moi, je suis une personne de la gauche, socialement, économiquement, donc j'aimerais ça que le seul parti à gauche ait un meilleur résultat. Mais je l'avoue, je suis heureux de voir que la certitude d'un gouvernement péquiste majoritaire est plus aussi certaine. Les libéraux font 30%, alors que pratiquement personne ne sait qui est Charles Milliard. Il n'a pratiquement rien fait jusqu'ici, malgré ça, il arrive à monter. Il y a encore beaucoup de place pour monter dans l'opinion populaire. Au point où on en est, Charles Milliard, pour moi, c'est comme Mark Carney au fédéral. C'est-à-dire que c'est pas un politicien que j'appuie. C'est pas quelqu'un dont je partage des idées. J'ai critiqué Carney depuis son élection, je vais le faire encore. Mais malgré toutes les critiques que j'ai à faire envers lui, je trouve encore que c'est moins pire que si on avait élu Trump Jr. puis le Parti conservateur du Canada. Puis j'en suis rendu à me dire la même chose pour Milliard. Je me rends compte que 90% des gens qui vont voter pour un parti à droite économiquement, fait que ça, c'est plus évitable. Là. C'est ça qu'on va avoir, peu importe ce qui arrive. Donc, tant qu'à avoir la droite économique, ben, je préfère le parti qui est le moins à droite socialement. Oui, j'ai vu ça passer, puis j'avais le même constat. Mais je pense que dans n'importe quelle situation, un gouvernement majoritaire peut faire beaucoup plus de mal que de bien, tu sais, puis on l'a vu avec la CAQ, là, quand tu donnes les rênes du pouvoir, tu sais, pas à 100%, mais tu sais, en majorité avec quelqu'un, mais ça permet d'aller dans une direction où est-ce qu'on peut pas reculer avant les 4 prochaines années. Oui. Et donc, oui, puis tu sais, je me situe au même endroit que toi, dans le sens où, tu sais, évidemment, tu sais, moi, je suis Québec solidaire de cœur, et j'aimerais, tu sais, qu'il gagne plus de sièges. Je ne m'attends pas, évidemment, à ce qu'il gagne la chefferie, tu sais, mais de voir, tu sais, cette espèce de... au moins, tu sais, qui ont une place, qui ont une voix, tu sais, à l'Assemblée nationale, ça va toujours être super important pour ramener le discours, pour donner des idées de gauche, mais surtout, ben, de contrecarrer un pouvoir qui est mené par un chef en ce moment qui a une vision identitaire du Québec qui est très ancrée dans... Là, je veux peser mes mots, mais dans un discours, disons, plutôt
raciste, xénophobe, misogyne aussi, qui Transphobe. Tu sais, tout ce que je vois en ce moment avec le Parti québécois, c'est une régression des droits pour les Québécois et Québécoises, du moins pour tous ceux qui n'en sont pas des hommes blancs hétérosexuels. Ces personnes-là ne sont évidemment jamais en danger, mais ça, c'est pas nouveau. Mais je pense que c'est important qu'on parle pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Puis en ce moment, je pense qu'il y a des cibles très faciles. On pense aux personnes trans, on pense aux femmes voilées, que dès que tu tapes le clou là-dessus, t'as évidemment une espèce de vague d'appui à tes propos parce que ça choque les gens, parce que c'est tellement quelque chose que les gens ils connaissent pas, donc c'est beaucoup plus facile d'en avoir peur, c'est beaucoup plus facile d'attiser la haine envers ces groupes-là. Puis pour moi, c'est tellement de la politique facile de faire ça. Oui. Puis tu sais, évidemment, on est habitué à ça, la CAQ le fait constamment aussi. Puis j'ai hâte d'avoir un gouvernement, honnêtement, qui va être capable d'amener des vrais enjeux sur la table, puis de régler des vrais problèmes, puis d'arrêter de taper tout le temps sur les mêmes personnes, sur les mêmes minorités qui sont déjà super oppressées, tu sais, pour moi, ça fait aucun sens, puis je me situe encore une fois à la même place que toi, je suis pas contente, mais dans le sens, au moins, s'il n'y a pas de gouvernement majoritaire, on sera sauvé de ça, tu sais. Ouais. C'est ça, je me dis, si les libéraux sont élus, je vais pousser un soupir de soulagement, puis le lendemain, je recommence à me battre. Parce que je sais qu'ils vont vouloir couper un peu partout, puis baisser les impôts, encore une fois, parce que c'est ça qui est important. Oui. Le sondage illustre aussi la différence des préoccupations entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une constante. Chez les femmes, Québec solidaire est à 14%, alors que c'est seulement 5% chez les hommes. Et inversement, Parti conservateur du Québec, 12% chez les femmes et 18% chez les hommes. Parce que nous, les hommes, on aime les gros chars. On ne fait pas payer de taxes pour aider les BS. Ça, c'est la partie un peu déprimante que je constate à chaque sondage. Mais je suis curieuse d'avoir ton avis parce que, tu sais, il y a quand même plusieurs milliers de Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur. Puis je pense que d'avoir au moins une représentativité à l'Assemblée nationale, tu sais, pour les conservateurs, je pense que ce serait important. Après, je n'ai rien en commun avec ces personnes-là. Je déteste probablement toutes leurs idées. On est aux extrêmes au niveau des valeurs, mais après, pour moi, en démocratie, ça reste quand même important, tu sais, d'écouter tout le monde. Donc, je suis un peu mitigée par rapport à ça, puis je me dis, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Dans un système idéal, je considère que les conservateurs devraient avoir plusieurs députés en ce moment, étant donné les résultats du vote. C'est une aberration démocratique complète qu'un parti puisse avoir 13% des votes, puis 0 siège. Ça n'a aucun sens. Après, on n'est pas dans un système idéal présentement. Il y a beaucoup de choses qui devraient changer avant que je considère que oui, j'appuierais dans le fond l'entrée des conservateurs au Parlement. Entre autres, l'écosystème médiatique. On est beaucoup trop dans la politique spectacle. Ça n'a aucun sens que le Parti québécois ait autant de visibilité proportionnellement au Parti libéral et à Québec solidaire, qui ont eu beaucoup plus de sièges. Mais c'est comme ça parce qu'on veut du spectacle. Les médias veulent du spectacle parce que c'est comme ça qu'on va chercher le public. Les médias sont en crise en ce moment, donc c'est la seule façon de survivre, et je le comprends tout à fait. Mais ce que ça me dit, moi, c'est que si, par exemple, Éric Duhaime se fait élire, même s'il est seul, il va avoir énormément de place qui va être faite à ses idées, simplement parce que c'est des discours polarisants qui font réagir. Et donc, j'ai extrêmement peur de voir les conservateurs entrer au Parlement aux prochaines élections, même si je sais que démocratiquement, c'est ce qui serait le mieux. Ah non, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'on le sait qu'est-ce qui va s'en venir, là, tu sais, toutes les espèces de... Encore une fois, les discours, les idées qui vont encore enlever des droits aux personnes, tu sais, les plus
les plus défavorisés dans la société, c'est ça qui s'en vient, comme tu disais, tu sais, les chars, mon choix, Ouais, tu sais, oui. des espèces de discours de pas de bon sens qui reprennent des slogans féministes sur des affaires de débiles. Je suis comme, c'est évidemment, c'est ça tu mets tellement des mots sur ce que je pense, fait que je suis vraiment comme ambivalente. Moi, dans la vie, des fois, je suis comme peut-être un peu trop naïve et optimiste des gens, puis de qu'est-ce qui va se passer, mais tu sais, une espèce de retour à la réalité, c'est toujours important, mais je reste, c'est ça, c'est pas évident à jongler avec ça quand t'es une personne, tu sais, de principe qui tient à des valeurs démocratiques, mais que ça veut dire de donner la voix à des gens qui veulent t'enlever des droits. Oui. C'est tough. Oui, puis ça va le rester simplement parce que justement, on considère que les droits fondamentaux, c'est une opinion. C'est un sujet à débat, donc on peut discuter librement, puis ça non plus, ça n'a pas de sens dans une société démocratique. Ouais, tellement. En terminant, je vais absolument vous partager un de mes sourires de la semaine pour terminer sur une note un peu plus légère. Je remercie Jean Caz, qui est un habitué de mon mur et qui m'a partagé une entrevue de Fatima Aboubakar à l'émission d'Isabelle Maréchal à Cube Radio. Fatima Aboubakar, qui est une directrice de garderie, très, très pro-laïcité, là, la laïcité ferme. Donc oui, il faut interdire le port de signes religieux partout. Donc, une entrevue où est-ce que on parle du voile, comment c'est mal le voile, là, puis comment c'est un symbole d'infériorité des femmes, puis donc il faut interdire le voile un peu partout. Mais le moment qui m'a fait sourire dans l'entrevue, c'est l'appel de Maxime. Généralement, je déteste les appels d'auditeurs à la radio, je trouve que c'est jamais édifiant, mais là, c'était savoureux. Parce que justement, on parle d'égalité homme-femme. Et tout le long de l'entrevue, on parle de comment l'islam, c'est dangereux. Et là, Maxime s'en vient nous raconter que faut faire attention parce que là, il y a beaucoup de musulmans dans son quartier. Là, puis là, on se fait envahir. Oui, c'est ça, on se fait envahir, exactement. Il nous raconte comment son fils s'est rendu minoritaire. C'est le mot qu'il emploie dans son entrevue. Et là, il y a ce moment qui m'a fait... Je vous laisse entendre. Moi, j'habite à Laval, puis il y a une mosquée qui s'est construite juste à côté de chez nous. Puis, je vois que ça s'intègre pas, puis même que mon fils à l'école, qui est purement québécois, il est rendu minoritaire. Dis-moi pas qu'on a interdit les sandwichs au jambon dans son école. Non, ça, je pourrais pas vous en parler parce que c'est sa mère qui s'en occupe. OK. C'est tellement parfait. Wow! Au Québec, on est pour l'égalité, mais les lunchs, c'est la mère qui s'en occupe. C'est bon, c'est excellent. J'aimerais ça me dire, oh, c'est parce qu'il y a un partage des tâches, mais non, il est même pas, il est zéro au courant des règles de son école. Ça veut dire que si madame est malade et ne peut pas faire de lunch, là, c'est fini, là. Il n'y a aucun moyen de la remplacer. C'est tellement parlant d'une réalité de justement d'instrumentalisation du féminisme. On appelle ça, gros mot, là, fémo-nationalisme, cette idée-là justement d'instrumentaliser le féminisme pour nourrir un discours raciste, xénophobe, pour dire qu'on veut donc bien la libération des femmes, mais toi, tu fais quoi chez vous, tu sais? Si t'es là à tout le temps vouloir défendre les femmes, mais que chez vous, tu fais pas la balayeuse, tu fais pas les lunchs, tu sais pas c'est quoi le nom de l'enseignante de tes enfants, tu sais, genre t'as aucune idée de c'est quoi qu'il faut leur acheter pour les fournitures scolaires. Je veux dire, l'égalité, ça commence par chez nous, tu sais. En tout cas, ça me fait toujours capoter ça. C'est un très bon exemple. Puis en passant, Maxime, fuck you. Fuck you avec ton purement québécois. C'est pas parce que tes ancêtres sont arrivés en 1608 que t'es plus pur qu'un autre, que t'es plus québécois qu'un autre. Ça n'a absolument rien à voir. Puis sors un peu de chez vous, va leur parler à tes nouveaux voisins, là, puis tu vas te rendre compte qu'ils sont peut-être pas aussi dangereux que tu pensais. Word. Ah, puis en passant, j'ai pas de compliments à faire à Mme Maréchal là, qui vient nourrir ce cliché-là comme quoi les musulmans essaient de se battre pour faire interdire le jambon à l'école. Là. Ça existe pas, ça, puis je pense qu'il serait temps qu'on arrête de se faire croire que ça existe. Puis même dans les
Même quand il y a des revendications légitimes comme mettre plus de repas végétariens dans les hôpitaux, ben ils vont quand même monter aux barricades en disant que ça n'a pas de bon sens, puis que on va mal nourrir nos aînés puis nos personnes malades, alors que toutes les études convergent pour dire que pour être en meilleure santé, il faut manger plus de végétaux, il faut manger plus diversifié, il faut couper dans la viande rouge dans les charcuteries. Donc, tout leur discours fait jamais de sens à ce genre de personnes-là. Mais c'est comme le mot sans alcool, là. Ça c'est du wokisme, fait que c'est mauvais. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup Anne-Marie de t'être joint à nous. Donc, on te suit sur les réseaux sociaux, Poétrie Panacée. Je vais mettre le lien en description, dans les commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous promets de rester woke tant qu'il faudra. Merci, bonne soirée! Woke tant qu'il faudra. Recherche et animation, Alexandre Dumas. Photographie, Marie Photo. Conception visuelle, Kathleen Bélanger. Musique originale, Francis Larouche. Avec la voix de Valérie Deschamps.